Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce crossover spécial avec le podcast Kif Taras. Salut Grace. Salut Jennifer. Salut Rokhaya. Bonjour Jennifer. Avec Grace Lee et Rokhaya Diallo, on s'est questionné sur la notion de beauté, à savoir qui a le droit d'être beau ou non, et pourquoi certaines personnes, le plus souvent des minorités raciales, ne sont pas saluées de la même manière pour des codes esthétiques qu'ils adoptent parfois depuis toujours, mais qui sont tout à coup prisés quand ceux-ci sont empruntés par des personnes blanches. Les fesses, la bouche, les cheveux, les coiffures, mais aussi la couleur de peau, sont autant d'aspects qui sont appropriés par une majorité qui décide de ce qui a le droit d'être considéré comme esthétiquement acceptable. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne toutes et tous. Qui décide de ce qui est beau et qui est considéré comme beau ou belle? Par quoi sont influencés nos goûts en matière de beauté? Peut-on se tresser les cheveux, par exemple, quand on n'est pas une femme noire? Faire des squats pour avoir des fesses rebondies? Est-ce que c'est possible quand on n'a pas naturellement ses fesses rebondies? Alors cet épisode, il s'inscrit dans la réflexion qu'on aimerait avoir dans la saison 2 dans Kif Taras sur l'appropriation culturelle d'une manière générale. Et c'est naturellement avec Miroir Miroir et Jennifer qu'on se voit aujourd'hui pour parler des représentations des corps des femmes non blanches. Et donc Jennifer, pour commencer ce crossover, on va te soumettre à notre rituel. Enfin, on va te soumettre. Non, on va te proposer, si tu l'acceptes, je le connais par cœur, de répondre à notre petit rituel qui est de te demander si tu te définis sur le plan racial et si oui, comment tu te définis. Alors, tout simplement, je suis une femme noire. Voilà. Pas de suspense, pas de surprise. Ça a le mérite d'être clair. Et je pense que je l'ai su assez tôt en me regardant dans le miroir. Hein. Mais quand j'étais plus jeune, c'est vrai que en maternelle, par exemple, les enfants disaient plus t'es marron. Et je pense que finalement, c'est le bon terme aussi pour une couleur de peau noire, en fait. Donc voilà. Mais je suis une femme noire en termes de société et de ce qu'on peut avoir généralement. Voilà. Moi, j'aime bien le mot les gens marrons parce qu'en fait, moi, dans les gens marrons, je peux m'inclure dedans. Ouais. Enfin, même si je suis pas, je suis plutôt marron clair. Mais c'est-à-dire que en anglais ils disent ça. Brown people. Voilà. Ouais. Et je trouve que dans Brown people, c'est hyper inclusif parce que ça inclut toutes les personnes non blanches en réalité, puisque voilà. Alors que du coup, on n'a pas ce terme qui regroupe. Voilà. Il y a les personnes de couleur. Couleur noise. People of color, ça passe mieux. Ouais, alors qu'en français, ça fait tout de suite. C'est hyper gênant. C'est la personne qui sait pas quoi dire. Et puis en plus, toujours l'implication que les blancs n'ont pas de couleur, c'est trop bizarre. Donc, pour commencer, je pense qu'il est intéressant de parler du blackfishing. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi, c'était il y a quelques semaines, voire quelques mois, où on a découvert que des youtubeuses blanches se grimaient, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment du blackface, mais en même temps, ça se rapprochait de cette idée de se maquiller en une couleur plus foncée, en se faisant les cheveux crépés, en essayant d'avoir un peu des mimiques aussi d'autres youtubeuses métisses ou noires. Et donc, il y a eu l'exemple d'Emma Hallberg, qui est une Suédoise, qui n'avait jamais vraiment dit qu'elle était blanche, ni ses origines de manière générale. Et donc, une personne a découvert un jour, lorsqu'elle se maquillait, qu'en fait, elle était blanche, et a découvert des photos d'elle d'un blog ou de son compte Instagram de l'époque où elle était complètement blanche avec les cheveux lisses. Et donc à partir de là, il y a eu cette expression qui est apparue pour dire que c'était du blackfishing. Donc en gros, on pourrait définir ça comme une personne qui essaye de ressembler au maximum à une personne qui serait non blanche. Donc ça pourrait être une personne métisse, latino, ou même parfois asiatique. Et donc le but de tout ça, c'est d'être racially ambiguous. Donc en français, je pense qu'on pourrait traduire ça de racialement ambigu, voilà. Et donc c'est cette idée d'avoir des personnes où quand on les voit, on se dit ok, cette personne n'est pas forcément blanche, mais on peut pas vraiment définir
de quelle origine elle est. Peut-être qu'elle est d'Asie, peut-être qu'elle est afrodescendante ou latino. Moi, déjà, je trouve que le terme blackfishing est hyper intéressant parce que fishing, ça veut dire aller à la pêche. Donc, on est d'accord, tu vas à la pêche. Donc, moi, je vais pêcher aujourd'hui des cheveux crépus. Demain, je vais pêcher des lèvres. En fait, c'est à la carte. C'est des gens qui choisissent d'être noirs à la carte. Ça, c'est très problématique. C'est-à-dire que soit t'es noir, soit t'es pas noir, de toute façon. Donc, et tu peux pas choisir des attributs de beauté. Surtout, on va pas choisir les attributs péjoratifs, comme se faire contrôler par la police ou tiens, aujourd'hui, je vais me faire contrôler par la police. Donc ça se fiche pas. C'est choses négatives. Par contre, tout ce qui apporte du glamour aux personnes noires, ça, on se l'approprie. Donc c'est vraiment ça. On est en plein cœur de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire qu'on va utiliser des codes qui sont cool, qu'on trouve cool, et on va les utiliser pour son propre bénéfice, en fait. Et puis surtout, l'autre gros problème, c'est que en attendant, les youtubeuses noires ou métisses n'ont pas forcément ce type de contrat avec des grandes marques, alors que ces youtubeuses-là qui ont fait du blackfishing avaient des contrats incroyables avec des marques très connues, parce qu'elles se faisaient passer pour non blanches et qu'il y a une recherche de la part des marques d'avoir de collaborer avec justement des personnes non blanches parce que, entre guillemets, ce serait à la mode. Et oui, donc et excuse-moi Jennifer, et en plus ce qui est intéressant, c'est que dans la quête de ces personnes non blanches, il y a une volonté de collaborer avec des personnes non blanches qui ne sont pas menaçantes en tant que non blanches, dans le sens où physiquement elles sont suffisamment claires de peau pour qu'on imagine que tout le monde s'identifie à elles, et comme elles n'étaient naturellement pas des personnes noires, elles avaient cette ambiguïté qui pouvait intéresser les marques. Et effectivement, comme tu le dis, leur tort, c'est vraiment déjà de considérer que être noir, c'est juste une espèce de fantaisie temporaire. Donc ça veut dire que, comme tu le dis, Grâce, temporairement sur Instagram, on est noir, mais dans la vie quotidienne, en fait, on n'a pas toutes les conséquences. Complètement. Les contrôles aux faciès, les discriminations à l'embauche, etc., etc. Et on occupe, surtout, on prend la place d'une personne qui est vraiment noire, qui théoriquement est discriminée de manière structurelle, et en fait, on occupe les peu d'espace qu'ont les noirs et les peu d'accès pour encore prendre l'argent qui aurait dû aller à une personne qui habituellement est discriminée. Si je vous parle de célébrités qui ont à peu près utilisé cette même stratégie pendant des années et des années, vous pensez à qui ? La famille Kardashian. On a tellement parlé d'elle ici. Alors, ces derniers temps, on sent qu'elles sont un peu en train de changer et de revenir justement à quelque chose de plus lisse et plus neutre, parce que, encore une fois, c'est qu'on choisit au moment où ça nous arrange de s'attribuer des codes esthétiques plutôt afro. Et donc, du coup, la famille Kardashian, juste pour resituer, donc il y a les 3 sœurs, Khloé, Kourtney et Kim, qui sont à moitié d'origine arménienne, et donc l'autre moitié blanche par leur mère. Et donc, les 2 autres sœurs qui sont Kylie Jenner et Kendall Jenner, elles sont toutes les 2 blanches par leurs 2 parents, qui sont Kris et Caitlyn. Et donc, à partir de là, on peut se dire que dedans, il y a quand même 2 sœurs qui sont 100% blanches. La question des Kardashians, c'est vraiment, moi, que je trouve assez perturbante. C'est comment, finalement, elles ont endossé physiquement, en passant, y compris en ayant recours à la chirurgie esthétique, à des codes corporels qui sont associés traditionnellement aux femmes noires, mais qui, sur les femmes noires, en fait, sont considérés comme négatifs et sont moqués. Moi, je pense notamment à Serena Williams, dont on a toujours dit qu'elle était grosse, qu'elle avait un arrière-train trop imposant, etc. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes noires, y compris en France, qui ont été moquées quand elles étaient petites, parce qu'il y a beaucoup de femmes noires, en fait, qu'on déforme, en fait, notamment au niveau des hanches, au niveau des fesses, etc. Et donc, dont on considérait que le corps était disgracieux, et que tout à coup, quand les Kardashians ont décidé d'adopter cette morphologie, pas que ce soit par le sport ou par un recours chirurgical, eh bien, tout d'un coup, c'était magnifique. C'était magnifique, c'était fabuleux, c'était merveilleux. Et ce que je trouve, en fait, un petit peu dérangeant, c'est pas tant qu'elle soit saluée, c'est qu'elle-même
elles savent très bien en fait dans quoi elles ont puisé ces codes et finalement elles ne reconnaissent pas enfin elles ne créditent pas les personnes dont c'est la morphologie entre guillemets naturelle et puis elles en tirent un bénéfice sans dire elles pourraient prendre cette responsabilité là en tant que personne publique de dire voilà sur nous en fait ça passe bien mais on sait très bien que d'autres femmes ont été montrées du doigt parce qu'elles avaient des physionomies analogues. Oui, comme tu dis, les grosses lèvres, les grosses fesses, Exactement. les grosses cuisses, etc. Et puis c'est surtout, comme tu disais, Grace, c'est des choses qui sont socialement acceptées. Elles ne vont pas se faire un nez qu'on dirait plus épaté ou d'autres attributs qu'on trouverait négatifs, justement, voilà, ou les cheveux crépus. Et c'est vrai qu'il y a des photos parfois, surtout il y a quelques années, c'était effarant parce qu'on se demandait vraiment. Alors, je vous ai partagé aussi une photo, on pourra la partager sur les réseaux, où il y a Kim Kardashian, mais là, c'est une photo récente qui pose à côté de Winnie Harlow. Elles ont quasiment la même couleur. Et on se demande même si elles sont pas sœurs, en fait. Ouais. Et c'est assez... Et là, on parle vraiment d'appropriation culturelle des codes du corps, hein, parce que l'appropriation, comme on disait dans notre premier épisode avec Maboula, c'est l'expression d'une domination. Et là, on sent la domination, c'est-à-dire que les attributs qui sont généralement attribués aux femmes noires, sur les femmes noires, ça fait pas cool. Et quand une femme comme Kim Kardashian ou ses sœurs s'en emparent, c'est super cool. Donc en fait, il y a vraiment une disproportion. En fait, parce que l'idée de l'appropriation culturelle, c'est pas de dire les noirs peuvent faire que des trucs de noirs, les blanches peuvent faire que des trucs de blanches, les asiates également. C'est pas ça. C'est que lorsqu'il y a une disproportion entre qui utilise ces codes et comment c'est reçu lorsque les personnes différentes les utilisent, c'est là que s'exprime cette difficulté. Et par rapport aux cheveux spécifiquement, Kim Kardashian s'est fait des tresses une année, alors je ne sais plus quand c'était, mais... Des box braids. ils avaient appelé ça des boxer braids. Elle a même fait une référence à Bo Derek, parce qu'elle avait fait un film, un vieux film. Bo Derek qui était réganienne quand même, donc voilà, en termes d'amis des Noirs, on a vu mieux. Et donc elle a appelé ça des Bo Derek braids, donc ça fait vrai. En fait, elle a... Et Katy Perry a appelé ces tresses des tresses Kim Kardashian. Donc c'est un peu la mise en abîme démoniaque. C'est-à-dire que une coiffure que les femmes noires arborent depuis des décennies, enfin même peut-être des siècles, moi je ne suis pas du tout qualifiée pour parler de ça, mais du coup, là tout d'un coup, elles ont rebaptisé le truc, c'est-à-dire que quand tu dis elles ne créditent pas les gens qui sont à l'origine, c'est que non seulement elles ne les créditent pas, mais en plus elles s'approprient la création de cette nouvelle tendance qui du coup repart à zéro avec elles. Et c'est ça qui est aussi un problème. Et par rapport à ses cheveux, donc que tout le monde a trouvé ça hyper beau, s'est tressé les cheveux, hyper ouvert d'esprit. Quand Zendaya en 2015 était sur le tapis rouge des Oscars avec des dreadlocks, qui est donc une autre coiffure qui est généralement attribuée aux personnes noires du fait de l'histoire. Ne serait-ce que de la texture du cheveu, en fait. Je pense que voilà, c'est ça. Et historiquement, effectivement, les dreadlocks, spirituellement, voilà. On avait parlé avec Maboula. Voilà, de Jamaïque, de ce mouvement rastafariste. Et Zendaya, quand elle était sur le tapis rouge, elle a été qualifiée par une journaliste américaine blanche italienne. Elle a dit un truc sur le patchouli et la weed. C'est-à-dire que c'est quand même... ça sentait le patchouli et la weed. Ouais. C'est hyper exotisant et méprisant. Mais c'est pour ça que la question, c'est qui est beau ? C'est-à-dire que quand une femme noire, non blanche, a des yeux, a des lèvres pulpeuses, a des hanches, un fessier rebondi, c'est pas beau. Quand c'est une femme blanche, c'est magnifique. De la même manière que des yeux très en amande sur des personnes asiatiques, on va considérer que c'est quelconque ou que c'est pas joli. Mais une femme qui serait blanche et qui aurait d'autres traits, mais juste les yeux très très en amande, ça va être beau. C'est pareil, ses coiffures, etc. Et donc finalement, on a l'impression que des caractéristiques qui sont considérées comme des marqueurs ethniques sur les gens dont c'est l'ethnicité, en fait, ils sont considérés comme moches, alors que sur des personnes blanches, on va les trouver magnifiques parce que c'est la dose suffisante pour ne pas être complètement déblanchies. Et puis, un autre problème, c'est que dans l'imaginaire, on croit que toutes les femmes noires ont des grosses fesses, des hanches, un certain type de lèvres, etc., alors qu'il y a autant de femmes noires qu'il y a de corps possibles. Et donc, c'est plus cette idée d'aller cultiver dans des clichés aussi, qui ont été beaucoup amenés par la culture hip-hop, la musique, parfois le cinéma, etc. Et récemment, il y a eu toute cette tendance, alors à chaque fois je mets des guillemets parce que ce ne sont pas des tendances, la tendance Ratchet via Cardi B,
avec les ongles hyper longs, un parler un peu vulgaire, enfin en tout cas qui est considéré comme tel, un maquillage très très chargé, et d'un coup, alors nous en France ce serait un peu l'équivalent de la cagole, et donc d'un coup ça devient très tendance, et donc ce qui a été décrié pendant des décennies depuis toujours par un certain type de femmes dans certains types de quartiers, d'un coup c'est devenu très tendance, et donc tout le monde a envie de l'adopter. Et récemment, il y a Kylie Jenner qui a décidé de se réduire les lèvres parce qu'elle estimait que voilà, elle n'avait plus envie d'avoir des grosses lèvres. Donc il y a vraiment plus à la mode. Ouais. Voilà, et il y a vraiment cette idée de choix. On choisit d'appartenir à telle ou telle esthétique. Et c'est très grave. Et ce que tu dis, c'est intéressant sur le fait qu'on associe des traits particuliers à certaines femmes, parce que c'est vrai que on l'a dit tout à l'heure que voilà, on a parlé des fessiers, etc. Mais effectivement, le continent africain est composé de 54 pays, donc les silhouettes, elles sont très très variées. Il y a des personnes noires, y compris en Afrique du Nord, dans tous les pays. Et c'est vrai qu'on associe un type de trait, un type de morphologie, un type de physionomie à certaines catégories raciales. Et je me souviens avoir lu que quand Iman Abdelmajid Bowie a commencé sa carrière de mannequin et qu'elle avait fait la couve de Essence Magazine, que la rédactrice en chef, me semble-t-il, de Essence, donc qui est une femme noire a priori, avait dit qu'elle ressemblait à une femme blanche trempée dans le chocolat. Et donc pour dire que donc elle est d'origine somalienne, et franchement elle ressemble vraiment à une somalienne. Pour le coup, il y a énormément de gens qui le ressemblent en Afrique de l'Est, et on a tellement intériorisé l'idée que le fait d'avoir un certain type de traits très fins est associé à une beauté dominante aux personnes blanches, que du coup même cette femme noire ne pouvait pas croire en fait qu'elle était authentiquement noire. Et ça, c'est aussi des choses qu'il faut déconstruire, parce qu'il y a aussi plein de personnes blanches qui ont des traits absolument pas fins. Et voilà, et c'est pas, il y a pas d'ethnicité dans et la finesse, c'est encore quelque chose qu'il faut déconstruire, parce que c'est une forme de beauté qui est valorisée au détriment d'une autre. Complètement. Oui. Moi, je j'ai pas forcément les traits fins, et je me sens pas moins belle qu'une autre personne qui aurait les traits dits fins. Et c'est vrai que souvent, quand on parle des personnes noires, et notamment des femmes noires, on attribue ça un peu à l'Afrique de l'Est, ou un peu aussi au Sénégal, où les Sénégalaises, les Peuls, seraient les plus belles parce qu'elles ont les traits fins, et que les femmes de l'Est aussi, d'Afrique de l'Est, seraient plus belles aussi parce que elles ont les traits fins. Et c'est vrai que c'est un vrai problème, et c'est aussi pour ça que plein de personnalités comme de Beyoncé à Michael Jackson ont souvent été jugées via leur nez. Alors, des fois, il y a des preuves comme quoi elles auraient fait donc de la chirurgie esthétique, de la rhinoplastie. Parfois, ce sont des rumeurs, mais il y a vraiment cette idée où le nez, chez les personnes noires, le nez, les lèvres, la physionomie, en fait, du visage, est souvent associée à quelque chose de... alors je sais pas si c'est vraiment un terme qu'on utilise, mais en tout cas, parfois on le dit, négroïde, qui renvoie en fait à tout un imaginaire esclavagiste. Ça me rappelle une anecdote. En fait, j'avais été interviewée pour le journal de Le Monde, et en fait, je faisais un entretien croisé avec un universitaire, et donc le dessinateur devait nous dessiner, en fait, et c'était pas du tout une caricature, ça devait être un dessin qui nous représentait. Il m'a fait une tête de ouf. Mais une tête de... comme les masques coloniaux. Mais c'est-à-dire que ça ne me ressemblait pas du tout. Franchement, avec un profil, mais une tête, mais incroyable. Faudra que je remette le montage, mais j'étais outrée. Mais vraiment, c'est comme si il m'avait vu que dans sa tête, il avait pensé aux clichés coloniaux, aux femmes comme ça, aux masques, etc. Donc moi, j'avais protesté, j'avais tweeté le truc, j'étais trop vénère. J'avais fait un montage photo avec les visages, en fait, que ça rappelait, qui n'étaient pas le mien. Et je me souviens que j'avais eu la personne au Monde et tout, qui était lui aussi, il était hyper embêté. Puis le mec m'avait écrit, je crois que c'était un espagnol et tout, il m'avait écrit, enfin c'était, voilà. Et donc, quelqu'un m'avait dit, mais oui, c'est vrai quand même, il t'a vraiment dessiné d'une manière qui te ressemble pas, parce que, enfin, vraiment, pour le coup, t'as vraiment les traits fins. Et il y avait un truc, en fait, de dire, mais c'est un compliment super chelou, en fait. J'ai pas forcément envie c'est juste que le dessin me ressemble pas, en fait. Mais et il y a toujours ce truc-là de dire, enfin, comme ma mère, on lui a souvent dit qu'elle avait les traits fins, ou qu'elle était belle pour une noire. Et ça, c'est un peu ça le sous-entendu, c'est que si t'as les traits fins, ouais, t'es noire, mais bon, t'as un truc un peu blanc, quoi. C'est vraiment quand tu parles de carte postale, là, on est en plein carte postale du colon. C'est-à-dire qu'on voit ces femmes qui sont stéréotypées continent par continent,
faisant fi de toute la diversité qui peut exister réellement sur place. L'asiatique aux petits yeux, avec le tout corps tout plat, la femme noire avec les grosses lèvres, voilà, qu'on retrouve après dans tous les dessins, l'européenne avec ses traits fins, blonds. Tu vois, c'est vraiment ces images tout à fait figées. On est encore là-dedans en 2019, quoi. Et moi, par rapport à ces volontés d'être moins asiatique, je parlerai pour les personnes asiatiques de la chirurgie de la paupière, la double paupière, c'est-à-dire que il y a des personnes qui ont qu'on appelle des monopaupières, c'est-à-dire que la peau au-dessus des yeux est lisse, tendue, et il y a une opération qui s'appelle la blépharoplastie, qui est donc une opération qui permet de dédoubler cette paupière pour qu'il y ait un pli comme la plupart des personnes européennes. Et c'est une opération qui vraiment est hyper ordinaire aujourd'hui en Asie, mais même en France. Et que peut-être des parents offrent à leur jeune fille de 15 ans, c'est comme t'as ton bac, c'est un cadeau, t'as le permis et t'as une paupière, voilà. Et donc c'est même devenu t'as une double paupière. Une double paupière, ouais. Et c'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un acte très très banal, mais l'histoire, donc moi du coup j'ai regardé un peu l'historique, ça a été surtout créé par une il y a un médecin qui pratiquait ça en Corée, surtout, ça a commencé là, dans les années 50. C'était un médecin militaire stationné en Corée. Donc, un médecin qui s'occupait des personnes américaines qui étaient stationnées sur place. Et il a commencé à faire cet acte chirurgical pour que les personnes asiatiques soient moins menaçantes en fait c'est horrible, plus attractives en fait. Non, mais on lui a rien demandé, le mec il vient, il refait, il remodèle les gens selon ses canons, quoi. Mais c'est incroyable. Et donc ça serait venu, après ça s'est bien sûr popularisé un peu partout, mais c'est vraiment cette idée, les personnes qui le font parce qu'elles veulent être moins asiatiques, parce que le côté yeux monolithes c'est associé à être très asiatique, et du coup voilà, c'est quand même en même temps, moi je ne juge pas les personnes qui font ça parce qu'elles ont besoin de le faire parce qu'elles se trouvent plus jolies, mais du coup on questionne pourquoi, qu'est-ce qui décide qu'est-ce qui est joli en fait. Est-ce que les yeux ne sont pas beaux dans leur diversité? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule forme d'œil qui peut nous apporter une satisfaction personnelle? Mais c'est toujours ça la question, c'est qu'individuellement on fait ce qu'on veut, mais collectivement ça finit par avoir un sens, quoi. Et du coup quand c'est vrai que massivement, on ne voit pas l'inverse, on ne voit pas des gens qui n'ont pas les yeux très allongés essayer de les changer, de transformer leur forme pour avoir l'air asiatique. Donc tout d'un coup ça questionne quand même que le fait que ça aille toujours dans ce sens-là, et que ce sont des gens qui ont les yeux associés à l'Asie, qui se sentent moins bien et qui ont envie de les changer, les transformer, les rendre différents, quoi. Donc, mais c'est un vrai... c'est une vraie question, la question de vouloir gommer des traits qui sont associés à une ethnicité. C'est comme le fait de... t'en as parlé, du blanchiment de la peau, par exemple, dans ton podcast, Jennifer. C'est aussi l'équivalent. D'ailleurs, j'avais noté une citation de Albert Memmi, qui avait écrit Le portrait du colonisé, donc qui est un intellectuel, mais que je trouvais hyper intéressant. Donc après, c'est avec son vocabulaire, donc on va dire qu'il y a des choses qui ne se diraient peut-être pas de la même manière aujourd'hui, mais je trouvais ça vraiment... C'est un super livre à lire, Le portrait du colonisé. Il disait « L'écrasement du colonisé est compris dans les valeurs colonisatrices. Lorsque le colonisé adopte ces valeurs, il adopte en inclusion sa propre condamnation. Des négresses désespèrent à défriser les cheveux qui refrisent toujours et torturent leur peau pour blanchir un peu. » Et c'est vraiment l'idée qu'on a intégré en fait des codes dominants, et que la colonisation finalement elle se fait aussi à travers les corps, puisqu'on intériorise l'idée que ce qu'on est n'est pas suffisamment beau, et on est dans une espèce de quête perpétuelle. Oui, et c'est vrai que les cheveux, ça rentre totalement dedans, parce qu'il y a cette idée aussi d'intériorisation, où on a souvent vu que le cheveu très crépus, et notamment le type 4C, était mal vu et de la société et des personnes elles-mêmes concernées, parce que en fait, tout ça remonte à la colonisation, tout ça remonte à l'esclavagisme, où il y a cette idée où pour considérer un cheveu beau, il faudrait qu'il soit le plus lisse possible, et donc le plus blanc possible, ou européen ou occidental. Et donc c'est vrai, souvent quand on parle d'appropriation, en réponse, il y a des gens qui nous disent « Oui, mais du coup, les femmes noires qui se mettent des perruques blondes, c'est pas de l'appropriation culturelle ». Et il y a cette idée où on comprend pas que
tout ce qui est fait pour gommer tout ce qui pourrait être associé à une africanité importante ou même à une, alors je sais pas si on le dirait, mais une asianité, comment on dirait, importante, veulent être gommés par les personnes concernées pour ressembler justement à la majorité, ou en tout cas à celle qu'on voit le plus dans les publicités, à la télé, partout en fait. Et donc du coup, quand on le fait, c'est pas forcément de l'appropriation culturelle, c'est juste une envie d'accéder à cette majorité, de rentrer dans un moule. Et finalement, il y a la question du choix aussi. Est-ce que c'est pas un avantage d'avoir les cheveux lisses par rapport au fait de porter ses cheveux tels qu'on les porte tels qu'ils poussent naturellement sur notre tête. Donc du coup, c'est vrai qu'on n'est pas dans la même position quand on va transformer ses cheveux d'une manière qui nous avantage socialement que quand on fait ça par simple fantaisie. Et j'ai un autre exemple qui m'est revenu en tête, mais qui me semble très intéressant, c'est parfois comment en fait les clichés raciaux, racistes, etc. deviennent des croyances. C'est-à-dire que moi, j'avais utilisé cet exemple-là, mais il y avait Jennifer Grey, l'actrice qui jouait dans Dirty Dancing. Elle avait donné une interview dans le New York Times, donc il y a 20 ans, et elle avait dit qu'elle avait fait refaire son nez. En fait, elle avait fait refaire son nez parce qu'elle considérait qu'elle avait un nez juif. Sauf que les nez juifs, en fait, c'est une création raciste. C'est-à-dire que ça n'existe pas. C'est vrai qu'elle avait un nez qui avait une forme qu'on pouvait considérer comme imposante, mais qui était sans doute liée à sa famille. Et du coup, elle était hyper complexée par son nez qu'elle considérait comme étant un nez juif, et elle l'a fait refaire. Et en fait, elle expliquait que dès lors qu'elle avait fait refaire son nez, en fait, elle est devenue méconnaissable. C'est-à-dire qu'elle avait perdu ce qui la caractérisait. Son identité. Et elle disait, je suis rentrée dans le bloc opératoire, j'étais Jennifer Grey, je suis ressortie complètement anonyme. Et c'est fou, en fait, comme on intériorise en fait, les clichés racistes au point de se gommer et de nier son identité. J'avais trouvé ça incroyable. C'est vraiment ce qu'on entend par rapport à la chirurgie esthétique qui peut être faite pour les femmes coréennes, japonaises, asiatiques d'une manière générale, parce que c'est vrai que maintenant le passage sur le bistouri est assez banalisé, et il y a vraiment cette idée qu'elles se ressemblent toutes maintenant. Regardez dans les clips de K-pop, elles font toutes des opérations, ce qui est vrai, hein. Et du coup il y a une uniformisation du visage qui peut être assez flippante, mais après ça c'est le haut de l'iceberg, c'est seulement les femmes qu'on voit nous ici parce que elles arrivent jusqu'à nous. Et toi tu as fait une émission sur les complexes, Jennifer, il y a pas longtemps, que j'ai écouté, que je trouvais hyper intéressante, parce que du coup, pas les complexes psychologiques, hein, comme disait ton invité, mais qui sont le complexe d'Oedipe, etc., les trucs vraiment liés à notre développement, mais des complexes, les complexes qu'on nourrit parce qu'on est différent de cette norme dominante. Alors moi, c'était les yeux ou le nez, parce que je me rendais compte qu'ils étaient différents, ils n'étaient pas comme les autres. Et par rapport à ce que tu disais sur l'appropriation culturelle inversée, c'est comme le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Parce que l'appropriation culturelle, elle n'existe pas. Voilà. Je le répète. L'appropriation, ça, c'est indissociable de la question de la domination. Donc en fait, s'il n'y a pas de domination, il n'y a pas d'appropriation. C'est-à-dire que moi, quand je me teins les cheveux en blond, j'ai pas envie. C'est pas parce que je m'approprie le look d'une blonde, puisque de toute façon, la domination, elle n'existe pas dans ce sens-là. Et puis tu pourras pas faire croire que tu as inventé les cheveux blonds, quoi. Non. Kim Kardashian. Personne ne me croirait si je disais que ça commençait avec moi. Ouais, le blond grasse, le blond grassely. Donc il faut le répéter. Il n'y a pas de look dominant. Le look dominant. Ouais. Est-ce qu'on pourrait le décrire? On ne peut pas le décrire, en fait. Ouais, c'est clair. Mais ce que je trouve intéressant, on avait fait alors c'était pas vraiment un crossover, mais tu étais invité dans mon podcast avec Thérèse Sarayat, et justement on parlait du nombre de femmes asiatiques qui se teignaient en blonde, notamment via un article du New Yorker qui en parlait. Et donc il y avait cette idée où on se disait en fait que ça pouvait être aussi juste esthétique, et qu'il n'y avait pas toujours cette envie de vouloir ressembler à une personne dominante. Et donc parfois je me pose la question, mais vraiment, même si je sais que c'est lié à des années d'inversion dans notre tête, et que c'est psychologique, et que la colonisation est passée par là, l'esclavage est passé par là, etc. Je me demande en fait si, par exemple, une femme noire a envie de se défriser les cheveux, est-ce qu'elle le fait parce qu'elle a envie de ressembler à une personne blanche, ou est-ce qu'elle le fait parce qu'elle trouve ça plus joli? Et c'est là où justement notre question du début, elle se pose, à savoir qui décide du beau ou du pas beau. Parce que est-ce que quelqu'un qui a envie de se refaire le nez se le refait parce qu'il se dit j'ai un nez qui ressemble trop à ce qu'on pourrait penser d'un nez africain, ou est-ce que juste parce qu'il trouve ça
plus beau. Et donc, c'est vraiment une question à laquelle j'ai pas la réponse. Mais je pense que la beauté, c'est vraiment le fruit d'un rapport de force historique, quoi. C'est que finalement, ce qui est considéré comme beau, c'est ce que des gens qui sont en position de pouvoir ont été en capacité d'imposer comme étant beau. Et finalement, quand on trouve quelque chose beau, en fait, il faut toujours se demander pourquoi et d'où ça vient. C'est comme quand on avait parlé lors d'un Kif Taras live sur l'attirance qu'on peut avoir, par exemple, en tant que femme hétérosexuelle pour des hommes plus grands. Est-ce que c'est plus beau ? Non, c'est parce que ça correspond en fait à ce qu'on se dit du couple, que l'homme doit être plus grand, protecteur, etc. Enfin, ou pareil par rapport à l'âge. Enfin, ce sont des choses qui individuellement, on va trouver ça tout à fait logique, mais en réalité, comme c'est une pensée qui est partagée collectivement, on ne peut pas s'empêcher de dire que ça a été forgé par des croyances sociologiques, par les contes de fées, par ce qu'on peut voir dans les séries, etc., etc. Donc, c'est pourquoi c'est beau. Et est-ce que le mouvement inverse existe ? Est-ce qu'on va voir des gens qui ont un nez fin se le faire élargir ? Jamais. Oui, mais comme parfois, on peut estimer qu'une personne qui sera mince, sans trop de poitrine, sans trop de fesses, sera l'idéal de beauté, enfin en tout cas de corps, mais peut-être que dans d'autres sociétés, notamment dans des milieux afrodescendants, etc., ce sera tout l'inverse. On voudra justement... C'est intéressant parce que moi, pour le coup, à chaque fois que je vais au Sénégal, je me fais houspiller par ma famille. C'est-à-dire que moi, ça fait des années que mes tantes, elles me disent, mais... tu grossis jamais. Et genre, mais la dernière fois que je suis allée en juillet, je me suis fait embrouiller, mais un truc de malade, quoi. Mais genre, à ton âge, tu peux pas rester comme ça. Et je me sens, en fait, c'est comme si j'étais, enfin voilà, il y avait un côté pas fini, quoi. Vraiment, le côté, la pauvre fille, avec les ados qui ont ce genre de silhouette. Et c'est dingue parce qu'en fait, il y a vraiment une transformation, un changement de regard, où c'est pas du tout valorisé, où vraiment, en tant qu'adulte, moi, j'ai des copines qui vivent au Sénégal, qui se camouflent, en fait, sous des vêtements parce qu'elles se trouvent trop minces, quoi. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est pas du tout valorisé de la même manière, le fait d'être menu. En France, où tu passes, en fait, il n'y a pas de compliment particulier, mais tu passes, et dès que tu changes de pays, tout d'un coup, passer un certain âge, en fait, c'est ridicule. C'est vraiment ça. En Asie, il y a vraiment un culte de l'obsession de la minceur qui est vraiment très très prononcé. Donc c'est vraiment tout le contraire de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle le mythe des 50 kilos. Il y a le mythe des 50 kilos. Donc en fait, il y a des gens qui s'expriment publiquement sur si elles s'approchent, si elles sont en dessous, si elles, tu vois, enfin c'est et le truc je crois que alors c'est surtout en Corée du Sud, mais il y a vraiment, je crois qu'il y a genre plus de 70% des jeunes filles adolescentes qui pensent faire un régime ou qui sont en train de faire un régime. Tu sais, c'est vraiment hyper élevé. Et donc il y a un vrai souci parce que ça pose des troubles alimentaires très 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 forts dans ce pays. Et donc, moi, ça me pose la question de vraiment ces codes. C'est vrai qu'ils diffèrent sur les territoires et des fois ils sont vraiment là, c'est exponentiel, quoi. C'est-à-dire que ça pose des questions de santé publique finalement. Et puis parfois c'est selon les époques aussi, parce qu'il y a une époque où c'était plutôt bien vu d'être plus en chair parce que c'était synonyme de richesse, comme pareil pour la couleur de peau où quand on est bronzé, alors là il faut absolument pas parce que ça veut dire que tu es pauvre, que tu travailles dans les champs, etc. À une autre époque, c'était mieux d'être très blanc parce que du coup, ça représentait l'aristocratie, la richesse. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Les gens veulent être bronzés, veulent avoir des formes, veulent avoir... Enfin, c'est ça très... montre qu'aujourd'hui, être bronzé, ça montre que tu as les moyens d'aller en vacances. Bah, c'est ça. Est-ce qu'on peut dissocier la beauté du pouvoir ? C'est vraiment ça la question aussi. C'est que qu'est-ce qu'on trouve beau ? Est-ce qu'on trouve pas beau ce qui nous rend puissants ? Et qui nous rapproche de l'argent, quoi, en fait. De se dire que tu as de l'argent ou... Que tu as les moyens Je pense qu'aujourd'hui, le côté mince, c'est que tu as les moyens de maîtriser ton corps. C'est-à-dire que tu as les moyens de le domestiquer. Et c'est un peu ce truc-là de... faut avoir de l'argent, faut avoir un coach, faut s'alimenter correctement, avoir les moyens même avoir la connaissance, c'est-à-dire le capital intellectuel qui te permet de déterminer quel type d'aliment te donne tel ou tel type de corps. Et je pense que c'est à ça que ça correspond. Alors qu'avant, c'était t'as les moyens de manger. Et c'est ça qui faisait que tu... Voilà. Et clairement, ces injonctions de tout temps, elles ont évolué, mais elles sont en large majorité pour les femmes. C'est-à-dire que c'est le corps des femmes qui détermine ton niveau de social. Hein. Et donc, en fait, pendant très longtemps, tout le monde considérait que le corps des femmes était comme une pâte inerte, une pâte à modeler, que tu pouvais façonner en fonction de ce que tu trouvais trendy de l'époque. Et ça, c'est un truc aussi qui est très difficile à lutter contre, parce que, comme la question que tu poses, moi, je trouve hyper intéressant de dire... Quand tu décides de faire un choix personnel, est-ce qu'il est guidé par
ton goût, alors que tu sais bien que ton goût, il dépend aussi de ce que, de ce que la société est en train de porter. Moi, quand je mange de la roquette, je vois bien que la roquette, il y en a vachement au Franprix. Si demain, c'était plus à la mode, je pourrais plus en manger, quoi. Donc, du coup, comment on fait pour être sûr que son choix, il est vraiment le nôtre. Et non, mais je rejoins complètement ce que tu dis, c'est que malgré des évolutions, des impressions de changement dans la société, que ce soit au niveau du corps ou de l'apparence, il y a vraiment des choses qui persistent et qui sont enfouies dans notre mémoire. Ça prendra... je pense qu'on sera morte quand ça changera. Et encore, je ne suis même pas sûre que ce sera le cas. Mais il y a vraiment cette idée, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, de tendance. Et je pense que là, les médias ont un fort pouvoir à ce niveau-là, parce qu'il y a souvent ce truc d'un coup, ça devient tendance, donc tout le monde s'y intéresse. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des gens, ils ne choisissent pas, en fait, leur couleur de peau, leurs cheveux, leur corps, leur manière d'être, en fait, parce que c'est en eux. Et ça, c'est un vrai problème. Je pensais notamment, en dehors du côté très corporel, c'est aussi les codes esthétiques, parfois, qui sont empruntés, notamment certains artistes qui choisissent, à un moment, je pensais à Justin Timberlake ou Miley Cyrus, qui à un moment vont se dire, c'est très cool d'être un peu afro, donc je vais un peu mimer des codes qui pour eux, en tout cas, sonnaient hip-hop ou en tout cas afro. Et d'un coup, en fait, ils décident de redevenir blancs. Quand j'ai vu que l'album d'après, c'était de la country, je me suis dit, mais le mec... mais il a carrément fait une couve où il disait, clairement, en fait, je redeviens blanc, quoi. Et c'est un vrai problème. Et je pense que c'est ça, c'est que à la fois, on a des choses qui sont enfouies en nous et qui font que même si la société évolue, ça n'évolue pas tant que ça. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui pensent que ce sont des tendances et qui participent à ça en choisissant de l'être ou non à un moment donné. Et quand ils n'en veulent plus parce que ça leur a servi ou que ça leur sert plus du tout, ils changent d'avis. Donc Ariana Grande en ce moment est un peu est très mate de peau. Peut-être que demain elle va redevenir blanche. Moi j'ai cru en voyant Seven Rings, parce que je la connaissais pas spécialement avant. Moi je pensais que c'était une femme noire. Je pensais qu'elle était racially ambiguous, comme tu dis. Je pensais que c'était Mariah Carey, en fait, la nouvelle Mariah Carey, puisque et en fait non. Moi j'ai vu la polémique, je me suis dit what. Mais c'est vrai que ça, c'est demain elle va faire de la country peut-être, mais ça c'est un luxe en fait. Exactement, c'est que il y a des artistes qui peuvent pas demain faire un truc irlandais ou changer de territoire. Nakamura et chant breton, là, ça va être un peu compliqué, quoi. Enfin, elle pourrait en fait, mais ça passerait pas en fait. Voilà, c'est ça, mais son esthétique ne changera pas forcément, même si elle peut changer de tissage, de coiffure, etc. Elle restera une femme noire foncée, noire de peau. Qui, dans la société, n'est pas considérée comme la plus belle ou la plus valorisée. Et c'est ça le problème, c'est pas tant la musique qu'elle fait, c'est vraiment les codes qui l'entourent. C'est que là encore, il y a l'universel qui peut tout faire. Il peut faire du R&B, il peut faire de la country, il peut faire... demain, il fait du classique, tout va bien. Et il y a des personnes qui sont cantonnées dans leur petit domaine réservé qui est lié à leur physique, qui est lié à l'histoire de leur héritage. Et ils ne peuvent pas en sortir. Donc ça, c'est aussi une expression de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire que elle ne va que dans un sens. Ouais, elles peuvent pas en sortir et puis d'autres peuvent piocher dedans. C'est-à-dire que c'est fishing, go fishing. Exactement. Voilà, la boucle est bouclée. Je pense qu'on peut gentiment s'approcher vers la conclusion de l'émission. Ouais. C'était super cool de discuter avec toi, Jennifer. J'espère qu'on trouvera d'autres occasions d'échanger. Je pense qu'on pourra rester 5 heures en fait. C'est clair. On a effleuré plein de sujets, mais en fait, il y en a plein. Chaque sujet mérite 1 heure de discussion. Absolument. Donc, pour sortir de tout ça, en fait, la question, c'est vraiment la question de la responsabilité qu'on a quand on veut procéder à des emprunts, à des cultures, à des codes qui sont pas les nôtres. C'est quel bénéfice on tire de ça et qui on prive d'une certaine manière de reconnaissance en prenant l'espace et en occupant la lumière à sa place. Et bien ce crossover, je crois, de Kif Taras, de Miroir Miroir et de Kif Taras pour être dans l'égalité la plus parfaite prend fin. Merci beaucoup Jennifer d'avoir participé à cette super discussion avec nous. Merci Grâce. Merci Rokhaya. On se retrouve, toi on te retrouve dans Miroir Miroir dans 15 jours je pense, ou dans une semaine, je ne sais pas comment on s'est géré. En tout cas bientôt. Et tous les podcasts sont en ligne dans tous les sens, donc on peut te retrouver
anytime. Ouais. Et n'hésitez pas du coup à nous faire part de vos réflexions sur ce qui a été dit aujourd'hui avec le hashtag Kiftaras et le hashtag Miroir Miroir. Nous, on sera un plaisir de lire vos réactions. On pourra aussi vous partager des articles correspondant à ce qu'on a dit, etc. etc. Et Donc, si vous n'êtes pas d'accord non plus avec ce qu'on a dit, Ouais. si vous-même vous avez blackfishé, si vous avez procédé à des changements, des transformations physiques pour vous conformer à une certaine norme, nous on est très très preneuses, on a envie d'entendre des témoignages divers, donc n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter. Merci à vous. C'était le crossover avec le podcast Kiftaras. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous écrire, commenter, réagir. Le débat est ouvert. Ce podcast a été réalisé par la géniale Solène Moulin et Jules Cros, avec l'aide de Diane Jean, Camille Regache et David Carzon. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode du Miroir Miroir.